grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au grand dialogue de Studio Tamani. On parle aujourd'hui de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les aigles du Mali pourront-ils voler plus haut en Côte d'Ivoire? C'est le thème de cette émission. Pour en parler, nous recevons des journalistes sportifs, Ousmane Dao, Abdoul Dambélé et Hawa Kamisoko. Comme vous le savez tous, la fête du football africain donnera son coup d'envoi le samedi prochain, 13 janvier, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le Mali entre en compétition le 16 janvier prochain contre l'Afrique du Sud. Les 27 aigles retenus par le sélectionneur Eric Sékou Chel sont connus depuis ce mardi. Quelle analyse de cette sélection, ses forces et ses faiblesses? Les aigles version Eric Chel peuvent-ils aller plus loin? Nous en débattons ce soir. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le grand dialogue. Je le disais tantôt, la liste des 27 aigles devant participer à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 est connue depuis mardi dernier sur le plateau du 20h de ORTM. Le sélectionneur a dévoilé cette liste sur laquelle Giadata Maïga revient ici. C'est une sélection de 27 joueurs, composée de 3 gardiens, 7 défenseurs, 9 milieux de terrain et 8 attaquants. Une liste dévoilée à quelques jours du coup d'envoi de la CAN Côte d'Ivoire 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Le verdict est tombé sans assez de surprise dans cette liste qui compte l'ossature de l'équipe nationale. La seule remarque au niveau de l'attaque est la première sélection de Serine Doukouri, du FC Lorient, un club français, et l'absence de Moussa Djenepo. Selon l'entraîneur Eric Sékou Chel, cette sélection a été faite selon des critères de rythme de jeu, les choix tactiques et l'adaptation des joueurs par rapport aux adversaires. Les noms des médailles de bronze de la dernière Coupe du Monde U17 présélectionnés dans la liste provisoire, notamment Mamadou Doumbia, Hamidou Makalou et Bourama Koné, n'ont pas été retenus. Bien que rétabli de sa blessure, l'attaquant El Bilal Touré ne jouera pas aussi cette CAN, tout comme Ibrahim Koné et Massadio Haidara, blessé à l'entraînement. Placé dans la poule E avec l'Afrique du Sud, la Tunisie et la Namibie, le Mali fera son entrée en lice contre l'Afrique du Sud le 16 janvier prochain. Mais avant, les aigles défieront en amical la Guinée-Bissau le 6 janvier prochain à domicile. Alors Ousmane Dao, quelle lecture faites-vous de cette liste, de cette sélection d'Eric Sékou Chel? Merci Sékou Gatugo et merci à Studio Tamani de m'avoir invité pour ce grand dialogue consacré aux aigles du Mali, notamment à la Coupe d'Afrique des Nations, et bonsoir à tous les auditeurs de studio et radio partenaires de Studio Tamani. Je pense que sur la liste d'Eric Sékou Chel, on ne peut pas aujourd'hui dans notre football sélectionner mieux que ça. On ne peut pas sélectionner mieux que ça aujourd'hui, vu les joueurs que nous disposons, vu les potentialités de l'équipe nationale du Mali. Je pense que peut-être certains seront dubitatifs par rapport au choix des joueurs locaux. Certains voulaient voir, par exemple, certains joueurs du stade qui jouent la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Ne serait-ce que le gardien de but, Golo, qui était dans la présélection. Mais c'est un choix, c'est subjectif. Moi, je pense que c'est à débattre aussi. C'est pourquoi nous sommes là. Mais à mon avis, pour répondre à votre question, on ne peut pas sélectionner mieux que ça aujourd'hui dans notre football. D'accord. Awa Kamisoko, vous, comme Ousmane Dao, vous n'avez pas été non plus surpris par cette liste? Tout d'abord, je dis merci à vous pour l'invitation et puis merci à tous ceux qui sont en train de nous écouter aujourd'hui tout de suite sur Studio Tamani et partenaires. Comme Ousmane Dao l'a si bien dit, choisir des joueurs mieux que ça avec l'équipe du Mali, c'est extrêmement difficile parce qu'on peut dire que le coach, il a bien réfléchi, il n'a pas travaillé seul, il a travaillé avec beaucoup d'autres joueurs, avec la fédération. Moi, je pense qu'on ne peut pas choisir mieux que ça. C'est vrai, beaucoup de personnes vont dire pourquoi pas Goulou. Moi, je me dis avec ce que Goulou a eu à faire la dernière fois avec... j'ai même oublié l'équipe, parce que ce n'est pas l'équipe de Bakardia, où il y a un problème. Goulou s'est énervé, il a eu un carton rouge qui n'en voulait vraiment pas la peine. Donc tout ça là, ça peut jouer contre lui sans se rendre compte. Sans même que lui-même il se rende compte, ça peut le pénaliser. Parce que déjà, toi, tu es présélectionné. Tu as des concurrents, tu as beaucoup de concurrents. Donc, il fallait faire extrêmement attention. Il y a des cartons, entre parenthèses, des cartons bêtes qu'on ne doit pas prendre.
Donc avec ces cartons rouges, avant ce match, Golo a eu aussi des problèmes au stade du 26 mars. Les supporters du stade sont descendus, il y a eu trop de problèmes. Tout ça là, ça peut jouer contre Golo. Parce qu'à l'approche de la CAN, moi je me dis, l'équipe n'a pas besoin de ça. L'équipe a besoin des gens vraiment disciplinés qui peuvent aider l'équipe à aller loin. D'accord. Donc du côté des gardiens, moi je pense que cela a un peu joué sur Golo. Bon, quand on prend aussi Mukuru, donc de son côté aussi, moi je me dis, il était déjà au courant parce qu'on lui a dit, hein, il a besoin de temps de jeu pour être sélectionné. Donc lui n'a pas joué avec le Mais Togo. d'après nos informations, il a commencé à jouer avec son club. Non, pas Ou bien trop. c'est pas suffisant pour qu'il soit appelé. Exactement. Peut-être pour le coach, ce n'était pas vraiment suffisant. Donc pour lui, il était déjà au courant parce qu'il avait besoin de temps Mais de jeu. pourtant, on pour jouer. l'appelait quand il ne jouait pas. Oui, mais c'est un choix. Parce que les gens ont beaucoup parlé, surtout avec la CAN. C'était pour, peut-être, on l'appelait avant la CAN pour voir la performance, tout. Donc après ça, peut-être le coach s'est dit, avec tout ce qui se passe dans ces pays, tout ce que les gens réclament, parce que les gens réclament la Coupe cette année. Même si, à mon avis, c'est trop demandé, en tout cas, les gens réclament la Coupe cette année. Donc moi, je me dis, le coach, il a bien choisi. Il a choisi des joueurs qui jouent dans leur équipe. D'accord. Vous êtes d'accord avec le choix, tout comme Ousmane Dao. On va demander à Abdoul Dambélé s'il il est aussi d'accord avec cette, en tout cas, cette sélection faite par Eric Sekouchel. Bon, moi je dirais plutôt j'ai été surpris. Surpris, hein? Surpris par la sélection de Djadji Samasekou. Vu sa performance, bon, je ne dirais même pas, il n'a même pas une performance parce qu'il ne joue pas. Souvent, il ne figure même pas sur la feuille de match au niveau de son club. Déjà, lors du dernier rassemblement, il n'était pas présent, il n'était pas blessé. C'était parce qu'il n'avait pas assez de temps de jeu au niveau de son club. Le même joueur, on le voit dans la liste des 27 joueurs qui vont défendre la couleur du Mali lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que quand on regarde ce que l'entraîneur dit, les critères de sélection, et voir un Djadji Samasekou à la sélection malienne, je peux dire que c'est vraiment surprenant. Bon. Mais vous n'êtes pas convaincu par l'argument avancé par l'entraîneur concernant Djadji Samasekou. Il dit qu'il avait besoin d'une sentinelle après la blessure de Cheikh Doucouré. Est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre qui peut mieux jouer ce rôle-là que Djadji Samasekou? Je peux dire, quand on regarde les milieux de terrain convoqués par Eric Sekouchel, pratiquement tous ces milieux de terrain jouent le rôle de sentinelle au niveau de leur club. Que ce soit Mohamed Kamara, Yves Bissouma, Lassana Koulibaly, Aliou Dieng, ils jouent le rôle de sentinelle. Je pense qu'il devrait au moins avancer d'autres arguments plus que ça. Bon, je peux dire, quand on regarde Samasekou au niveau de l'équipe nationale, quand on regarde maintenant ses performances, je peux dire que c'est mieux, c'est bien. Mais pratiquement, ça fait 3 mois qu'il n'est pas compétitif au niveau de son club. Le voir aujourd'hui dans l'équipe nationale pour cette CAN, pour moi, ça a été vraiment une surprise. D'accord. C'est la seule surprise. Je vais revenir sur le cas des gardiens de but. Ok, rapidement. Oui, pour le cas des gardiens de but, je sais, bon, vraiment, Golo, il a pris un carton rouge. Comme Awalassi, bien, il y a entre parenthèses bête. Ça, c'était lors du championnat. Mais quand on dit les critères, s'il y a la performance, actuellement, on ne pouvait pas sélectionner un joueur, et surtout un gardien au niveau du Mali que Golo. Moi, je pense que, rapidement, pour rebondir sur ce qu'Abdoul a dit, le choix des sélectionneurs pour aller dans une phase finale de CAN ou de Coupe du Monde, ce n'est pas toujours les meilleurs. C'est les joueurs qui veulent vivre ensemble. Par exemple, on évoque Djadji Samasekou ici. Il n'est pas le seul dans ce cas de figure. Djadji Samasekou, n'oublions pas, est le vice-capitaine de l'équipe nationale du Mali. Or, un vice-capitaine, il est très important. Je ne défends pas Djadji. Djadji a joué en 6 mois 28 minutes cumulées, c'est-à-dire 2 minutes, 3 minutes. 6 mois, 28 minutes cumulées. Ça veut dire qu'il n'est pas compétitif. Mais à chaque fois que ce garçon vient jouer avec le Mali, il a du répondant. Et ses partenaires comptent énormément sur lui. Donc, je pense que Eric est parti sur cette base, c'est-à-dire que Djadji étant son vice-capitaine, comme on le dit, il lui tend une perche.
il n'était pas là lors des 2 derniers mais matchs. Quand on écoute Eric, est-ce qu'on n'a pas l'impression que Djadji pourrait être titulaire? Oui, justement, c'est ce qu'Eric n'a pas voulu dire aux gens. Oui. Malgré son faible temps de jeu, malgré qu'il n'est pas compétitif avec son club par rapport au poste auquel il est dévolu en équipe nationale, mais je pense qu'il a fait le choix de l'expérience, parce qu'on va à une phase finale de CAN. Djadji va jouer sa 4e Coupe d'Afrique des Nations quand même. Il était titulaire à un moment. Il a perdu sa place au niveau de son club, il a changé de pays, il n'a pas pu s'imposer, il est revenu dans son club. C'est vrai, moi, personnellement, je ne prenais pas Djadji Samasekou. Mais je pense qu'il faut souvent aussi faire des choix qui divisent, des choix qui déplaisent, puisque c'est un choix. Effectivement, ça c'est vrai. Alors, restons toujours avec Djadji Samasekou. Vous l'avez dit, vos inquiétudes ici par rapport à son cas. On va faire une fixation sur Djadji. Non, c'est... En tout cas, c'est le cas qui est le plus patent, le joueur qui n'est pas très en jambes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter plus sur l'expérience que sur le temps de jeu dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations? Oui, par le passé, nous avons vu des joueurs qui ne jouaient pas ou qui étaient sans club. Par exemple, on prend le cas de la Côte d'Ivoire en 2015, lorsque la Côte d'Ivoire remportait la Coupe d'Afrique des Nations. Où était Eric Bailly? Où était Gislan Kona? Maintenant, ils n'avaient quasiment pas de club. Hervé Renard leur a fait confiance, ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations. En 2019, en Égypte, c'était le cas de Bagdad Bounedjad avec l'Algérie également. Et il y avait aussi Belaïli qui était suspendu 15 mois par la FIFA pour dopage, mais après sa fin de suspension, il a amené Belmadi à la CAN et Belaïli était quasiment le meilleur Algérien avec Benasser. Donc moi je pense que, comme je l'ai dit, il y a des joueurs qui sont très importants sur et en dehors du terrain. Et pour avoir beaucoup voyagé avec l'équipe nationale, pour avoir approché ces jeunes depuis qu'ils étaient cadets, Djadji est très très important dans la vie de groupe du Mali. Alors, Awa Kamisego, pourquoi tant de milieux de terrain? Quand on regarde l'effectif, il y a assez de milliers de terrains. Même si c'est des milieux, moi d'après mes constats, je trouve qu'il y a assez de milieux défensifs que de milieux offensifs. Est-ce que ça peut s'expliquer? C'est le choix du coach. C'est le choix du coach. Comme le coach, il aime tout le temps. Mais vous, en tant que journaliste, observateur sportif, vous n'avez pas d'analyse par rapport à ça? Bon, en tout cas, le choix du coach, moi je pense que l'effet qu'il a choisi des milliers de terrains, peut-être c'est avec ces milliers de terrains que le coach compte à remporter la coupe. Donc je pense que c'est 8 milliers de terrains. Donc c'est avec ces 8-là que le coach fait confiance. Donc il veut aller avec ces 8-là. Pour moi quand même c'est beaucoup. Parce que jouer avec, comment il va jouer ces joueurs-là. C'est la question même que moi je me pose, comment il va placer ces joueurs pour que ces joueurs-là puissent se sentir à l'aise, jouer comme il faut. Surtout que c'est des joueurs c'est des milieux qui jouent pratiquement le même. Pratiquement quand on regarde maintenant, quand tu convoques 27 joueurs, je pense que les 8 milliers de terrains, c'est pas trop. Quand on regarde la liste, les 8 milliers de terrains, c'est pas trop. Et puis déjà, dans le football moderne, les milliers de terrains comptent beaucoup. Je pense que pour gagner une compétition, il faut gagner la bataille au niveau du milieu de terrain. Oui, mais chez nous, il y a beaucoup trop de milieux défensifs. On dit qu'il y a trop de milieux défensifs. Awa a évoqué à l'entame de ce débat un aspect, il a dit Eric a fait le choix par rapport aux adversaires. Je ne sais pas si c'est Abdoul qui l'a dit. Il a fait le choix de ces 27 par rapport aux adversaires du Mali. Les adversaires immédiats ou bien... Non, les adversaires du Mali dans un premier temps. Parce qu'il faut sortir de la phase des poules d'abord. C'est ça le premier objectif pour le Mali. Sortir de la phase des poules, ensuite prendre match par match. Mais quand on prend le choix, nos 3 adversaires, nous allons jouer l'Afrique du Sud en premier. L'Afrique du Sud est réputée avoir un football british, c'est-à-dire basé sur le physique et basé sur la puissance avec le combat. Les milieux de terrain dont on évoque, Alou Dieng a du répondant par rapport à ça, Yves Bissouma a du répondant par rapport à ça, Lassana Koulibaly a du répondant par rapport à ça. Maintenant, deuxièmement, on va jouer la Namibie qui est quasiment le même football que le football sud-africain. Et le 3e match, ce sera contre la Tunisie. C'est des retrouvailles, c'est un football que nous connaissons, c'est une équipe qu'on a l'habitude de jouer en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, on peut aller sur la vitesse, sur la vivacité. C'est à Eric de faire le bon choix et de savoir faire la bonne jonction entre ces milieux de terrain. Pour moi, ils n'ont pas le même profil. Par exemple, Abdoul a évoqué Yves Bissouma.
qui peut jouer le rôle de sentinelle, qui le fait excellemment bien avec son club Tottenham, mais en équipe nationale du Mali, ça n'engage que moi. Aujourd'hui, dans Studio Tamani, je mets Yves Bissouma sur le banc de touche, moi je ne le joue pas titulaire. Ça peut vous surprendre. Je ne le joue pas titulaire, puisque depuis que Yves Bissouma joue avec le Mali, regardez son rendement. Il n'a pas cet apport dont on attend de lui. Mais chaque fois que Yves Bissouma n'est pas là, l'équipe du Mali est performante. Mais est-ce que cela ne dépend pas aussi de l'utilisation qu'on veut faire de Yves Bissouma? Pas que de l'utilisation de Yves Bissouma, ça n'a pas débuté aujourd'hui. Pendant la période de Marasouba. Marasouba s'en est plein, il y a eu des altercations, et il avait claqué la porte de l'équipe nationale, il a fait quasiment 2 ans, il ne venait pas jouer. Il a fallu le retour de Eric. Lors de son retour, le premier match contre le Congo, il fait un excellent match. Et depuis, moi, je n'ai plus rien vu de Yves Bissouma par rapport à l'équipe nationale du Mali. Il ne s'agit pas de tricoter le ballon, permettez-moi l'expression. Il ne s'agit pas de fignoler avec le ballon. On va à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Une phase de Coupe d'Afrique des Nations ne se gagne pas avec le beau football. Une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations ne se gagne pas avec le football champagne spectacle. Ce n'est pas Manchester City, ce n'est pas le FC Barcelone. C'est les réalités du football africain. Prenons les derniers vainqueurs de ces 6 voire 7 dernières CAN. On n'a pas ce pays qui a dominé la Coupe d'Afrique des Nations. On peut revenir en arrière. En 2010, l'Égypte, elle était quasiment moribonde. Elle gagne en finale contre le Ghana, 1-0. En 2012, la Zambie, venue de nulle part, avec son football qui n'accrochait personne, gagne la Coupe d'Afrique des Nations. En 2013, c'est le Nigeria, à la grande surprise. Tout le monde a donné le Mali favori. Et nous, on est passé par là en demi-finale 3-0 face au Nigeria. En 2015, en Guinée équatoriale, c'est fait la Côte d'Ivoire. En 2017, le Cameroun, il y avait qui? Benjamin Moukandio, Nicolas Boulou et Vincent Aboubakar, 3 joueurs. Et en 2019, c'était l'Algérie. C'était pas un football plaisant. 2021, le Sénégal. C'est ça, comme ça, qu'on gagne une Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce qu'on doit inculquer à nos joueurs, c'est-à-dire, nous savons qu'ils vont aller défendre haut et fort, bec et ongle, les couleurs du Mali. Mais ça ne se gagne pas une Coupe d'Afrique des Nations avec un football, permettez-moi l'expression, à la barcelonaise ou aux années 70 de la grande équipe de l'Ajax d'Amsterdam avec Johan Cruyff. Nous allons en reparler. Comment doit-on procéder pour pouvoir en tout cas aller plus loin qu'en 2021, la dernière édition. Mais moi, je voudrais qu'on reste avec cet effectif-là, compartiment par compartiment. On parle des milieux de terrain. Maintenant, si on peut s'intéresser à l'attaque. Les attaquants sélectionnés par Eric Sekouchen. Comment vous trouvez ces attaquants? On a tout le temps eu des problèmes avec les attaquants. Est-ce que nous avons finalement ce tueur dont on a tout le temps eu? Non, je suis désolée de le dire, non. Jusqu'à présent, on n'a pas ce tueur. Parce qu'il n'y a pas un attaquant à qui on peut faire confiance à 100%. Parce que quand tu regardes même la performance de nos attaquants, il n'y a pas un qui a marqué du but. Quand on regarde, c'est 1 but, 2 buts, 3 buts au maxi. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, on n'a pas eu un attaquant à qui on peut faire confiance à 100%. Un attaquant qui peut sortir le Mali de ce problème-là. Bon, le coach, il a tenté la main, il a essayé de chercher d'autres joueurs, mais qui n'a pas du tout marché. Donc, les joueurs qu'il a, il va faire avec. Imagine El Bilal Touré. Il voulait vraiment que El Bilal Touré vienne jouer avec le Mali. Mais l'équipe de El Bilal Touré n'a pas voulu que El Bilal joue avec le Mali. Donc le coach avait plus confiance à El Bilal. Il y avait Ibrahim Koné qui arrivait un peu à marquer des buts quand il joue avec le Mali. Le Mali avait l'espoir avec Ibrahim Koné. Ibrahim Koné, malheureusement, lui aussi, il s'est blessé. Donc avec ses attaquants, je n'ai pas dit qu'on ne va pas aller loin, mais vraiment, on doit travailler sur ça. On doit travailler avec les attaquants pour qu'au moins le Mali puisse avoir quelque chose dans les jours à venir. Parce que le football, comme Ousmane l'a si bien dit, ce n'est pas du jeu comme Barça, ce n'est pas du jeu comme le Real garder le ballon pour toi. Ce n'est pas ça. Le football a besoin de marquer. Tu vois, parce que nous, on a des joueurs. Quand je me rappelle de notre match contre la Côte d'Ivoire en Égypte, au compte de la 8e de finale, tout le monde a vu, le Mali a dominé le match du début jusqu'à la fin. Il y a Moussa Djenepo qui avait le ballon, tellement que... je ne sais même pas comment dire quoi. Tellement quand je pense à cette situation, ça me fait encore mal. Nous ne sommes pas efficaces. On domine les matchs, on a les ballons, tu es seul face au gardien, mais tu n'arrives pas à marquer. Oui. Mais Abdoul, est-ce que vous pensez qu'avec cette équipe en 2023, on peut s'attendre à
En tout cas, à une équipe plus efficace qui marque. Déjà, voilà. je vais rejoindre Ousmane Daou. Il faut que nos milieux de terrain, pour moi, pour que l'attaquant marque, il faut qu'il se crée des occasions. Pour qu'il se crée des occasions, il faut que les milieux lâchent les ballons à temps. Nous, le problème est que le football malien, c'est la domination juste avant d'arriver à la surface de réparation de l'adversaire. Oui. Nous, on fait circuler la balle. Tout le match dans tout le match comme ça. Maintenant, il y a des moments où tu regardes le match, l'attaquant court pour faire des appels, mais les milieux sont là. Pas de réponse. Pas de réponse. Je prends l'exemple sur le dernier match amical contre la Côte d'Ivoire. On regarde les 45 premières minutes. Ça, comme la Côte d'Ivoire, c'est une grosse écurie. Les premières 45 minutes, le Mali a dominé. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui s'est créée beaucoup plus d'occasions. Parce que c'est le football direct. Oui. En Afrique, quand on veut gagner, il faut lâcher le ballon à temps. Oui. Il faut être rapide dans les transitions. Au Mali, le problème, c'est ça. Nous, on crie partout, on a des milieux de terrain, des milieux de terrain. Mais ces milieux de terrain font combien de passes décisives? C'est ça la performance des milieux de terrain. C'est pas de prendre le ballon, tourner autour de soi, ou bien partir en avant, revenir, sans pourtant donner le ballon à l'attaquant. Pour moi, le problème au Mali, c'est la transmission. Milieu de terrain, attaque. Alors nous avons eu de nouveaux joueurs comme Youssouf Niakate, comme Ibrahima Sissoko, même s'ils n'ont pas eu assez de temps avec l'équipe nationale. Est-ce qu'on peut miser sur ces attaquants-là à la CAN? Ils n'ont joué que 2 ou 3 matchs avec... Oui, on peut miser sur ces attaquants. Ça dépend déjà, comme ils sont en préparation, s'il y a une bonne connexion entre ces attaquants et les milieux de terrain, je pense qu'on peut... Eric doit travailler au niveau de l'attaque. Déjà, le système de jeu est là, les joueurs sont adaptés. Maintenant, comment faire maintenant pour marquer? Selon moi, c'est ça le problème. On a une défense expérimentée, un milieu de terrain solide. Maintenant, comment marquer? Comment marquer? Pour moi, le problème, ce n'est pas au niveau des attaquants seulement. Le problème, c'est au niveau des milieux de terrain. Il faut lâcher la balle vite. Comment marquer? Est-ce que c'est une question qui doit se poser à ça doit se poser, ça se prépare. Ousmane Daou. Oui, ça se pose. Ça veut dire qu'il y a un problème? Non, ça se pose et ça se posera toujours. Oui. Un exemple, pendant les éliminatoires de la dernière Coupe du Monde, Zone Afrique, le Mali avait la meilleure deuxième meilleure attaque du continent avec 17 réalisations. Face à quelle équipe? Non. Quelle nation? Le Brésil est dans les difficultés dans la zone sud, dans l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Le Brésil n'a pas encore son billet pour la Coupe du Monde. C'est la nation la plus titrée. Donc l'adversaire dépend de la réalité du terrain du jour. Qu'on soit dans une même poule avec l'Érythrée, j'ai beaucoup de respect pour ces pays, l'Érythrée, le Swaziland ou la Namibie, c'est des adversaires qui ne vont pas se laisser faire. Donc le Mali était dans une poule où il fallait être. Le Nigeria n'a pas pu se qualifier pour le dernier tour et pourtant c'était dans une poule encore plus facile que la poule du Mali. Moi je dis que le problème du Mali aujourd'hui, ce n'est pas que l'attaque. Le Mali a des problèmes dans les 4 compartiments du jeu. C'est vrai que, prenons depuis derrière, le poste de gardien de but. 2012, qui était titulaire? Soumaïla Diakité. 2013, Soumaïla Diakité. 2015, Germain, ensuite Soumaïla. 2017, Oumar Sissoko. 2019, Djigui. 2021, Bosso Munkoro. Et peut-être 2023, ça va être encore Djigui. Donc, on n'a pas cette régularité au niveau de nos gardiens de but. Prenez les équipes qui gagnent la Coupe d'Afrique des Nations ou les équipes qui gagnent la Coupe du Monde. On va rester en Afrique. C'est d'abord la régularité au poste de gardien qui fait que ces équipes arrivent à gagner. Et nous, on n'a pas cette régularité au niveau du poste de gardien de but, qui est le poste le plus important pour gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, si on prend la défense, le Sénégal avec Kalidou, en milieu de terrain Idrissa Ganagé, mais nous, on n'a pas de joueur de classe mondiale de cette trempe pour gagner une Coupe d'Afrique des Nations. On n'en a pas. On n'en a pas. Je reviens encore en arrière. En 2012, la Zambie gagne. Il y avait Kennedy Mouane dans les buts.
Il y avait en défense le défenseur du tout-puissant Mazembe, Stupula Sunzu, que personne ne connaissait quasiment, mais le TP gagnait les Coupes d'Afrique des clubs. En milieu de terrain, il y avait Renfort Kalaba. Et en attaque, il y avait Christopher Katongo. Donc les 4 compartiments du jeu de la Zambie étaient les compartiments les plus forts de la Zambie. Ensuite, en 2013, en Afrique du Sud, le Nigeria avait Vincent Enyama dans les buts. En défense centrale, c'était Joseph Yobo avec son expérience. En milieu de terrain, on avait John Obi Mikel. Et en attaque, on avait Ukesheku. Donc, chaque fois qu'une équipe gagne une Coupe d'Afrique des Nations, c'est les 4 compartiments qui sont très forts, qui sont les compartiments les mieux armés. Le Sénégal, dans les buts, Edouard Mendy, c'était le gardien numéro 1 de Chelsea, l'un des meilleurs gardiens du monde. Ensuite, Khalidou Doumbia, meilleur défenseur du monde à l'époque. Idrissa Gana Gueye, qui peut me dire que Sadio Mané n'était pas le meilleur joueur s'il n'était pas africain. Certains diront qu'il allait gagner le ballon d'or. Nous en avons eu aussi par le passé. La génération Il faut qu'on sorte du passé. Il faut qu'on sorte du passé. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, le Mali, est-ce que le Mali a ces 4? On n'en a pas. Mais on doit mettre en place une équipe compétitive. C'est-à-dire, on n'a pas Victor Osimhen, on n'a pas Boniface, on n'a pas Riyad Mahrez, on n'a pas Amin Harit, on n'a pas Mo Salah, on n'a pas Youssouf El Nasri. Vous venez de le dire en 2013, quand le Nigeria a remporté, il n'avait pas ces joueurs-là. Non. Vincent Enyama était le meilleur gardien africain. Les Emenike, ils étaient Emenike jouait où? Inconnus Il de tout le jouait monde. où à l'époque? Non, il n'était pas comme les Osimhen ou bien. Osimhen a été champion du monde d'abord avec les cadets. Donc, moi, je dis que c'est pour dire que nous, on doit encore beaucoup travailler. On doit encore beaucoup travailler. Je ne dis pas que le Mali n'ira pas loin à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je touche du bois, c'est mon pays. Je souhaite que ce pays gagne une Coupe d'Afrique des Nations. Mais il ne faut pas qu'on se leurre. Le football, aujourd'hui, a besoin d'organisation. Le football a besoin de suivi. Le football a besoin de compétences à tous les niveaux, pas que sur le terrain ou sur le banc de touche, mais je dis bien à tous les niveaux pour qu'une équipe gagne. Et ces équipes qui ont gagné la CAN ces derniers temps... Je voudrais faire réagir à Wakam Sego par rapport à la préparation de cette CAN. Comment vous la jugez? Est-ce que vous pensez que l'équipe s'est assez bien préparée? Est-ce que nous avons une équipe qui sera en jambes d'ici le 16 janvier, notre premier match, le jour de notre premier match? Déjà, moi, je peux dire que l'équipe est déjà en jambes par rapport au match qu'on a eu à jouer ici à Bamako parce qu'on a eu à faire des victoires. C'est vrai, avec les éliminatoires, on a perdu des matchs, mais on a gagné plus de matchs et puis on a marqué beaucoup de buts. Mais si ça dépendait que de moi, j'allais changer un peu l'endroit où l'équipe va s'entraîner, où l'équipe va se préparer ces 10 derniers jours avant la CAN. Mettre l'équipe à Kabala, oui, j'arrive. Mettre l'équipe à Kabala, c'est une bonne chose. Parce que déjà, le gouvernement a fait de son mieux pour mettre Kabala à la disposition des joueurs. Mais nos joueurs, que moi je connais, des joueurs qu'on collabore chaque jour, moi je suis sûr et certain, même si on met plus de 20, 25, même si on met l'armée à la porte, ces joueurs-là vont sortir. Mais est-ce que tu as des infos Non, je n'ai pas des infos. Selon lesquelles des joueurs seraient sortis Non, je n'ai pas des infos. Oui. Parce que ça, même si tu cherches, tu ne vas pas le savoir. Parce qu'on ne va pas te le dire. Mais moi, je sais quand même, les joueurs, ils vont sortir. Ils vont sortir comment? Ils peuvent demander aux gardiens, leur donner quelque chose, juste pour sortir. Si c'était à moi de décider, moi, j'allais faire sortir l'équipe. Ces 10 derniers jours avant la CAN, l'équipe va s'entraîner hors du pays pour bien se préparer. Déjà, on pouvait aller peut-être au Burkina, dans un pays proche de la Côte d'Ivoire. Oui, mais au Burkina ou bien dans un autre pays, ils vont pas sortir. Dans un autre pays. Partout ils sont là. Mais au Mali, tu es chez toi. Parce que la famille peut venir, les amis peuvent venir. Il y a ça. D'accord. Abdoul, vous êtes d'accord avec... Bon, déjà, moi, je trouve que mettre les joueurs à Kabala, c'est une pression de plus. Parce que déjà, ils vont voir qu'est-ce que l'État a mis pour les remettre dans des bonnes conditions. C'est dans des bonnes conditions déjà pour franchir déjà l'étape des 8e de finale. Parce que déjà, quand on regarde les 2 dernières éditions, on a été éliminé au niveau des 8e de finale. Déjà, les joueurs à Kabala, voir maintenant l'investissement que l'État
a fait pour eux, même si ils ne vont pas nous remporter la coupe, c'est juste pour donner plus ou bien beaucoup de plaisir aux Maliens lors de cette compétition. Pour moi, et tu penses que cette pression de plus là n'est pas une bonne chose? C'est une bonne chose. Okay, pour moi, c'est une pression de plus, c'est une bonne chose. Si les joueurs prennent conscience. Oui. Moi, je pense que pour cette CAN, la principale motivation, la fédération a essayé avec son équipementier de mettre cette motivation au centre des préoccupations des joueurs, c'est-à-dire en faisant un maillot floqué Domingo. Père son âme, Salif Keita, pour ceux qui nous suivent, qui ne le savent pas que c'est de lui qu'il s'agit. Domingo nous a quittés il y a quelques mois. On va à la CAN. Avec Domingo, on est arrivé une seule fois en finale. C'était lors de notre première participation en 72. Donc moi, je pense que la pression supplémentaire sur les joueurs, ça doit être ça. Et c'est ça. Vous pensez que ça peut les pousser à se surpasser? Ça peut les pousser à se surpasser, puisque porter déjà un maillot floqué au nom de Domingo, uniquement pour la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas donné à tout le monde, ça a été leur chance, c'est à eux d'honorer ce maillot, les 3 couleurs, ensuite 2, d'honorer Salif Keita Domingo. Est-ce que beaucoup parmi eux savent ce que Salif Keita représente? Ils le savent, ils le vivent au quotidien. Il était même présent le jour de l'enterrement de Salif. Le jour de l'enterrement de Salif, l'équipe nationale était un regroupement pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, ils sont tous partis. S'ils ne l'ont pas côtoyé, s'ils ne l'ont pas vu jouer, ils ont vu et su quelle est l'importance de ce que Salif a été pour notre football. La seule et unique fois qu'on a joué une finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'était avec Salif, bien entendu en 72, avec toute la génération de 72, et depuis c'est les demi-finales, après des éliminations au premier tour, ensuite des éliminations en huitième de finale. Moi, je pense que pour moi, c'est une communication, mais une communication dans le sens de motiver et de galvaniser les joueurs, à mon avis. Ils diront demain à leurs enfants et petits-enfants, nous avons eu la chance de porter le maillot floqué Salif pour une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je pense que c'est là et c'est sur cette fibre qu'on doit beaucoup plus s'appuyer que beaucoup plus sur la fibre patriotique. Leur faire voir, leur faire comprendre, s'il le faut, faire des projections de Domingo tous les jours. C'est ce gars que vous allez représenter. C'est le Mali de Domingo que vous allez représenter. C'est le premier ballon d'or africain. Pour la petite histoire, Domingo devait être ballon d'or européen, mais à l'époque, si tu n'étais pas européen, tu ne pouvais pas avoir le ballon d'or. C'est pourquoi ils ont décidé, à France Football, de créer le ballon d'or africain et à commencer avec Salif Keita. Sinon, en réalité, il devait avoir le ballon d'or européen. D'accord. Awa Kamisoko, nous avons un effectif très jeune. Selon certains, la moyenne d'âge serait de 21 ans. Est-ce que cette jeunesse-là peut être un atout à la CAN? Bien sûr, la jeunesse est toujours un atout parce que... On parlait ici d'expérience, quand on parlait de oui, mais Samasekou. Djadji Samasekou, il n'est pas aussi vieux que ça. Djadji Samasekou, Ousmane Daoula a si bien dit. Djadji Samasekou, oui, si nous avons un effectif très jeune, est-ce que ça ne peut pas être un handicap si la CAN est réservée à des joueurs, souvent à des joueurs expérimentés? Non, je ne pense pas, parce que la majorité de ces jeunes ont déjà joué la CAN, même si c'est des jeunes, la majorité quand même a déjà joué la CAN. Donc l'expérience est là. Quand tu joues une, 2, 3, déjà même si tu es jeune, l'expérience est là. Donc pour moi, c'est notre force aussi, la jeunesse. C'est ce qu'on a demandé. On a demandé à Magosoba de faire appel aux jeunes, et c'est ce que Eric Sekouchel a fait. Il a fait appel à ces jeunes-là. Donc Eric Sekouchel a fait confiance à ces jeunes, et puis ces jeunes aussi, ils s'y font confiance. Avec ça, quand tu te fais déjà confiance, moi je pense que le boulot est déjà fait à moitié. D'accord. Abdoul, la jeunesse, ça peut être un atout ou bien ça pourrait nous handicaper à une certaine étape de la compétition? Quand on regarde l'attaque... Pratiquement exemple, au niveau de l'attaque, quand on a Adama Traoré Nos, quand on part compartiment par compartiment, je pense que même si on a une équipe jeune, je peux dire que c'est une équipe jeune mais expérimentée. Une équipe jeune mais expérimentée. Pratiquement, au niveau de la défense, au niveau du milieu de terrain, on a des joueurs qui ont 2, voire 3, 4 Coupes d'Afrique des Nations. Je pense que même si, quand on regarde l'âge, on dira que tu es jeune, mais quand on
d'un côté, quand on regarde le nombre de participations à la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons une équipe expérimentée qui peut aussi tenir. Qui peut aussi tenir et aller plus loin. Et lors des 2 dernières éditions. Moi, je pense que là où je rejoins Hawaï Abdoul à la fois, c'est le fait que malgré leur jeune âge, ils ont une certaine régularité de qualification dans les phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. Mais il ne faut pas que ça soit la devise de l'Olympisme du Bahreïn de Coubertin. Le plus important, c'est la participation. Donc, je pense qu'ils doivent sortir de ça maintenant. Nous avons vu que les équipes qui ont gagné les dernières Coupes d'Afrique des Nations, ces équipes c'est à force de répétition, c'est à force d'élimination qui sont parvenus à un certain niveau d'exigence, pour pouvoir gagner la Coupe d'Afrique des Nations. L'ossature de l'équipe nationale du Mali, 2017, il y avait quelques cadres. J'ai évoqué Diadje, il y avait Djigui, il y avait Amari. Ensuite, ils sont revenus en 2019. Élimination en 8e de finale. En 2017, c'était une élimination au premier tour. Il y avait même Yves Bissouma. C'est fait une élimination au premier tour au Gabon. Ensuite, élimination en 8e de finale en Égypte. Élimination en 8e de finale encore au Cameroun. Donc, ils doivent se servir de ces 3 échecs pour pouvoir se dire, enfin, on veut montrer que, en fait, tout ce que nous disons, nous le disons par expérience, nous le disons parce qu'on a la chance de les approcher, nous le disons parce que nous avons les nouvelles technologies pour pouvoir suivre aujourd'hui. Mais les joueurs restent les plus importants. Tant que les joueurs ne seront pas, entre guillemets, très, très consciencieux du fait que c'est eux d'abord les premiers bénéficiaires quand ils vont remporter une Coupe d'Afrique des Nations, on pourra faire quelque chose. Sinon, la jeunesse ne suffit pas. Est-ce que le sélectionneur fait vraiment confiance à cette jeunesse? Quand on regarde au niveau de l'attaque du Mali, où nous avons comme vraiment les grands dangers au niveau de notre attaque, Kamori Doumbia, Néné Dorgelès. Mais c'est des joueurs qui sont tout le temps, en tout cas, ils sont rarement titulaires. Est-ce que ce n'est pas un manque de confiance? Non, ce n'est pas un manque de confiance. Rapidement, sur cet aspect, j'ai eu la chance de faire l'interview bilan avec Eric Sebouchel à la fin des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. La question que vous posez, je lui ai posé la même question. Je vais vous donner la réponse qu'il m'a donnée ce jour-là. Il m'a dit, Ousmane, c'est vrai ce que vous évoquez, c'est vrai, je suis parfaitement d'accord, j'en suis conscient, mais je préfère avoir dans mon équipe 3-4 milieux de terrain et des avancantes qui me marquent 3 buts, 4 buts, que d'être lié à un seul avançant qui me marque 10 buts ou 8 buts. Ça veut tout dire. Moi, je n'ai rien compris. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire qu'il préfère avoir dans cette équipe du Mali, par exemple, Ibrahim Sissoko, pendant cette phase finale, qui marque 1 but. Et milieu de terrain... Il a déjà marqué un but avec l'équipe nationale. Alou Dieng qui marque 1 but, Lassana qui marque 1but. C'est-à-dire qu'il préfère avoir des joueurs qui marquent tout le temps que d'être liés à un seul avançant. Est-ce qu'il a ces joueurs-là? Est-ce qu'il a des joueurs qui marquent tout le temps? Bon, quand on regarde les éliminatoires, il a ses joueurs, puisque l'équipe ne repose pas. C'est des matchs qu'Amouri est sorti du lot. Sinon, l'équipe ne repose pas en réalité sur quelqu'un comme nous l'avons connu, vous l'avez dit, avec les Kanouté, les Serou Diarra Platini, les Benin Koulibaly, les Baraka. Le Mali a eu de très grands avant-centres, Cheikh Fantam Madi Keïta, Cheikh Tidiane Diabaté. On était tributaires d'eux. Mais aujourd'hui, force est de constater, il a évoqué Ibrahima Koni. À un moment, on était tributaire d'Ibrahima Koni. Si on marquait 10 buts, Ibrahima, il nous mettait 5, voire 6. Maintenant, avec Eric, on n'a pas ça aujourd'hui dans notre équipe. C'est-à-dire que toute l'attaque du Mali peut marquer, comme tous les milieux de terrain, c'est ce qu'il voulait dire. Alors, il y a quelqu'un qui l'avait abordé, le cas d'El Bilal Touré, qui n'a pas été libéré par son club, malgré les nombreuses demandes de la Fédération malienne de football. Quelle lecture vous faites de ça? Peut-être on va commencer par Ousmane Dao. Est-ce que les textes ne sont pas clairs par rapport à ça? Les textes sont suffisamment très très clairs et les textes sont là pour être respectés. Et maintenant, si le Mali, je dis bien, si le Mali n'a pas joué de tous ses droits et de toutes ses prérogatives par rapport à l'application du règlement et par rapport à l'application de ces textes, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais le dire. Sinon, les textes sont très clairs. En fait,
si un joueur déclare appelé pour jouer une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, déclare forfait sur blessure, la FIFA dit quoi? La FIFA dit qu'il faut que le joueur soit examiné par le médecin de l'équipe nationale pour donner son cutis. Il ne peut pas venir. En ce moment, la FIFA ne tiendra pas compte. On a eu des cas de figure, même ceux qui sont aptes à jouer là, les clubs européens vont toujours se tracter, vont toujours refuser. Ça a été le combat pendant 30 ans de Hayatou contre les grands clubs en Europe. C'est pourquoi Issa Hayatou, l'ancien président de la CAF, n'a jamais voulu changer la périodicité de la CAN. Il a toujours maintenu que la CAN se joue au mois de janvier. C'était pour que les clubs européens libèrent les joueurs africains, les meilleurs, même s'ils les payent à des sommes faramineuses, mais ils ne viennent pas en mendiant. Ils les payent parce qu'ils ont le talent. Ils les payent parce que ceux qui viennent chercher en Afrique, ils n'ont pas ça chez eux en Europe. Donc c'était le combat d'Hayatou. Après le départ d'Hayatou, on a changé la périodicité de la CAN avec Ahmad, qui a commencé à jouer au mois de juin pour faire plaire aux grands clubs en Europe. Donc ça va être l'éternel combat. Maintenant, pour le cas de El Bilal, je ne sais pas pourquoi, nous, à notre niveau, on n'a pas poussé loin et on n'est pas parti loin. Mais est-ce que souvent la faute, en tout cas, la responsabilité des joueurs aussi n'est pas engagée? On a appris, je crois, hier ou avant-hier que le Camerounais Onana doit jouer le... Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Parce que lui, il a fait une demande. Voilà, oui. C'est différent. Il a demandé à son sélectionneur. Oui. Oui. Mais est-ce que c'est normal? C'est normal. C'est normal. Il n'y a pas de risque pour le joueur. Pour la petite histoire, en 84, avant que Abdoul ne commence, en 84 en Côte d'Ivoire, Ntoma Nkono, le célèbre gardien camerounais, venait jouer en Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire et allait jouer avec son club, l'Espagnol de Barcelone. Et même Anthony Yeboah en 94. En 92. En 92 au Sénégal, lui aussi, il repartait jouer en Allemagne et revenait jouer. Mais c'est comme si Abdoul le disait, ça c'est différent du cas d'El Bilal. El Bilal est déclaré blessé. Mais c'est sur la demande de Onana à sa fédération de le laisser aider son club avant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Si les deux parties tombent d'accord, il n'y a pas de problème pour ça. Alors, Abdoul, est-ce qu'aujourd'hui, avec cet effectif, on a dit les 2 dernières éditions, on s'est arrêté au 8e de finale. Est-ce qu'avec cet effectif, qu'est-ce que la fédération doit mettre, pas la fédération seulement, mais l'État aussi doit faire aujourd'hui pour que cette équipe puisse franchir ce cap des 8e de finale? Déjà... Si ce n'est pas trop tard. Si ce n'est pas trop... Bon... On peut dire, c'est jamais trop tard, parce qu'on peut déjà motiver les joueurs en augmentant peut-être les primes. Mais je pense que d'abord, jouer une Coupe d'Afrique, déjà, c'est un plus pour un joueur. Quand je dis un plus, même si le joueur a conscience qu'il défend les couleurs de son pays et que ça peut l'amener aussi plus loin au niveau de son club, je pense que c'est une chance. Aujourd'hui, moi, à la place des joueurs, je dirais plutôt le premier objectif pour moi, ça sera maintenant de franchir l'étape des 8e de finale. En 2019-2021, on avait un bon effectif, mais on n'a pas pu franchir cette étape. Déjà, il y a les cadres qui sont là, le doyen l'a si bien dit, ils ont eu à vivre, ils ont vécu plutôt. Mais est-ce que vous sentez cette envie chez les joueurs? Si, il y a cette motivation, ça se sent. Les joueurs aussi, ils le disent tout le temps. C'est le premier objectif. Déjà, j'ai eu l'occasion à lire 2 interviews de Falaye et Kiki Kouyaté sur la page de leur club, Montpellier. Mais Kiki, il a été bien clair. L'objectif, c'est de franchir l'étape des 8e de finale. D'accord. Ça fait 2 années, le Mali s'arrête au niveau des 8e de finale. Cette année, l'objectif, c'est de franchir cette étape. Et les autres rencontres, ils vont les prendre maintenant, étape par étape. Ok, Awa Kamisogo, est-ce que c'est possible de franchir ces 8e de finale-là? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Parce que même en Égypte, parce qu'on était parti favori contre la Côte d'Ivoire,
quand on regarde le match, c'est le Mali qui a dominé le match. Le Mali pouvait battre la Côte d'Ivoire ces jours-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il faut dire que les dieux du foot n'étaient pas avec nous ces jours-là. Donc on a perdu. Après la Côte d'Ivoire, au Cameroun, c'était la même chose. Oui. Le Mali est parti favori, mais malheureusement, on a perdu. Il faut que les joueurs se disent, même si sur le papier, on est favori, le football, ça se joue sur le terrain. C'est pas sur le papier qu'on joue le foot. Il y a une possibilité qu'on dépasse, il y a une possibilité qu'on franchit. Mais les joueurs doivent se dire... On va poser la dernière question à Ousmane pour qu'il nous donne son avis aussi. Est-ce qu'il est aussi optimiste que vous deux, qu'on puisse franchir ce cap des huitièmes de finale? Je suis optimiste puisque le talent nous en avons. Ça, il n'y a aucun doute. Nous avons le talent pour franchir les huitièmes de finale. Mais qu'est-ce qu'il faut à ces talents pour que ça se bonifie? C'est ça ma principale interrogation. C'est pourquoi j'ai dit que les joueurs, c'est plus facile pour nous journalistes de les accuser, c'est plus facile pour nous de dire qu'ils ne mouillent pas le maillot plutôt. Mais est-ce que autour d'eux, il y a une organisation très très strictement professionnelle pour aller gagner une Coupe d'Afrique des Nations? Je l'ai dit tantôt, les pays qui gagnent la Coupe d'Afrique des Nations, c'est des pays qui sont hyper structurés, qui sont hyper organisés et qui n'hésitent sur aucun moyen et ne négligent aucun détail. Or, chez nous, c'est les détails qui font très souvent la différence. Lors des éliminations en huitième de finale, avant ça, c'était des éliminations au premier tour. Ensuite, 3 fois troisième. Est-ce qu'on a tiré des enseignements et des leçons de ces éliminations des huitièmes de finale de 2019 et 2021? La grosse interrogation, elle est là aussi. Et pour dire que moi, beaucoup de gens me disent souvent que qui est favori pour cette Coupe d'Afrique des Nations? Je dis que ce sera une CAN très ouverte. Ce sera l'une des CAN les plus ouvertes de ces dernières années, puisque les équipes à niveau sont sensiblement égales. Mais moi, je ne miserai pas sur les pays du Maghreb, entre guillemets, l'Afrique du Nord. Puisque chaque fois que la CAN se joue en Afrique du Nord, il y a seule l'Égypte qui a fait exception. Elle l'a gagné 3 fois, en 1998 au Burkina, en 2010 en Angola et en 2008 au Ghana. Sinon, les autres, c'est toujours la trappe. Les pays du Maghreb sont très forts quand la CAN se joue ce jeu. La Tunisie, le Maroc, l'Algérie, etc. Et chaque fois qu'ils gagnent la CAN, c'est en Afrique du Nord. Donc, je miserai d'abord sur le Nigeria, en favori numéro 1, ensuite le Ghana, et en favori numéro 3, le Mali. D'accord. Donc, nous avons le Sénégal n'est pas l'équipe favorite. Nous avons aussi notre chance et on doit la jouer à fond. Et d'abriter la compétition va beaucoup jouer sur les... Et c'est ce qui va mettre fin à ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Les aigles pourront-ils voler plus haut en Abidjan et dans les autres villes de la Côte d'Ivoire? Nos invités pour en parler étaient au nombre de 3, Ousmane Dao, Awa Kamisoko et Abdoul Dambélé, tous des journalistes sportifs. Ce débat a été réalisé par Imiran Akilou Maïga. À la présentation, il y avait Sekou Gadjigo. La mise en onde était assurée par Salim Diouara. Gagny Kanté a assuré la régie vidéo. À lundi prochain pour un autre numéro.